Bonjour et bienvenue dans le 12e épisode du podcast Journal d'endurance. Si vous pratiquez l'endurance, vous savez à quel point la nutrition est un enjeu majeur dans la performance du cheval. C'est pourquoi il me semblait plus qu'important d'interviewer une personne qui pourrait nous expliquer toutes les spécificités du système digestif du cheval et à quelles contraintes il était soumis pendant l'effort. Anne-Gaëlle Gohachette est docteur en nutrition équine, mais aussi cavalière d'endurance. Il y a plusieurs années, elle s'est spécialisée dans la nutrition du cheval au travail, et notamment du cheval d'endurance. Cet épisode est l'occasion de revoir les bases de l'alimentation du cheval, ainsi que les erreurs à ne pas faire. Je vous laisse maintenant avec l'invité du jour. Bonjour Anne-Gaëlle, merci de prendre beaucoup de temps pour répondre à toutes mes questions, puisque j'en ai vraiment plein, sur la nutrition du cheval, le système digestif. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer, nous expliquer comment tu es venue à l'endurance et aussi à la nutrition, parce que c'est le sujet aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Bonjour Hélène, je suis hyper contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Comment je suis arrivée à l'endurance? Je note parce que ça peut être long à expliquer. À l'endurance et à la nutrition, parce que c'est deux choses que j'adore, c'est deux choses que j'aime depuis longtemps. L'endurance, c'est la discipline que je pratiquais avec les chevaux de mon papa il y a très longtemps. On pratiquait l'endurance en famille. Là-bas dans les monts d'Arrée, dans le Finistère, et puis la nutrition c'est arrivé parce que j'ai fait des études agricoles. Au départ je voulais être véto, c'est pour la petite anecdote, et puis finalement j'ai pas été prise parce que j'étais pas assez bonne en maths. Ça c'est la légende, on construit des légendes comme ça, Anne-Gaëlle était pas bonne en maths, et donc en fait je me suis retrouvée à la fin de mon bac à devoir poursuivre mes études et choisir des études. Et puis du coup j'ai fait un BTS production animale, et parce que normalement c'était censé parler d'animaux, d'agriculture, de choses que j'allais aimer quoi. Et donc j'ai fait 2 ans de production animale, et c'est là que j'ai découvert la nutrition. Je me suis rendu compte que parmi toutes les matières qui m'étaient enseignées, c'est la nutrition tout de suite est ressortie du lot. J'ai adoré parler de la nutrition des vaches, des cochons, des chevaux, pas trop à l'époque, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis de fil en aiguille, après ce BTS production animale, je me suis dit que je voulais continuer mes études, et j'ai poursuivi sur des études d'ingénieur en agriculture. Et là c'est pareil, j'adorais tout ce qui était nutrition. Donc j'ai continué à apprendre, et puis je m'attendais peut-être avec nutritionniste pour les animaux d'élevage, par exemple vaches laitières ou cochons ou volailles. Et puis en fait le destin, je sais pas, a fait que un jour, quand je cherchais mon stage de mémoire de fin d'études, j'ai trouvé dans un classeur là dans le bureau des étudiants une offre de stage qui venait d'un centre de recherche en nutrition équine basé à Dijon. Voilà. Et donc là, j'ai dit je le veux, ce stage, il faut absolument que c'est pour moi. Et donc je suis allée à Dijon pour un entretien, et puis j'ai été prise pour un stage de 6 mois, et l'histoire au lieu de durer 6 mois a duré 12 ans. Incroyable. Donc, j'ai fait incroyable. Ouais, c'est un peu le mot. Et pendant ces années-là donc j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Véronique Julian, avec qui je me suis très bien entendue. C'était la directrice du centre de recherche. Et donc je lui ai dit, au bout de quelques mois, on va dire, à faire des recherches au sein de l'équipe, je lui ai dit mais moi j'aimerais bien travailler sur le cheval à l'exercice, et quand même pour moi la finalité quand même de nos recherches, c'est de faire de la recherche sur des chevaux qui travaillent, qui ont un système digestif qui fonctionne comme des chevaux, parce qu'à l'époque on avait des petits poneys et je trouvais que c'était pas tout à fait cohérent avec les chevaux d'endurance que je voyais ou les chevaux qui travaillaient. Et donc c'est à ce moment-là que finalement on a monté une équipe de chevaux d'endurance. Parce que finalement, elle m'a dit à ce moment-là, écoute, si tu trouves les chevaux, je trouve l'argent pour financer tes recherches. En gros, c'est un peu ça.
Et en fait, j'avais quand même un réseau et j'ai vite trouvé les chevaux. Voilà. Et ceux qui connaissent bien l'endurance, ils se souviennent du propriétaire, le tout premier qui m'a fait confiance, c'était Marcel Mézy. Et je me suis retrouvée avec 6 petits Bozouls remontés à Dijon, là, de l'Aveyron. Et puis on a démarré comme ça grâce à Marcel, qui m'a fait confiance, voilà, qui a trouvé le projet génial quand je l'ai appelé et qui m'a confié ces chevaux, voilà. D'accord, mais du coup, en parallèle de tes études dans la nutrition ou ton BTS agroalimentaire, tu pratiquais déjà l'endurance en fait. Ouais, c'est ça. Mon père, mes parents, ils avaient un centre de randonnée dans les Monts d'Arrée. Et en fait, comme beaucoup de, voilà, on emmenait toute notre petite équipe là le dimanche en course d'endurance. C'était dans les années 90. Les courses à Huelgoat qui existaient encore. Il y avait plein de courses dans les Monts d'Arrée là-bas. On allait à Plougastel d'Aoulas. Enfin, il y avait à Locmaria Berrien. Il y avait plein de ça. Maintenant, ça a changé. C'est plus tout à fait, c'est normal. Ça fait quelques années quand même. Et du coup, ouais, je pratiquais l'endurance toujours. Donc, j'avais un peu levé le pied quand même pendant mes études d'ingénieur à Angers, mais je montais quand même. Et puis après, dès que je suis arrivée à Dijon, en fait, j'ai fait mes recherches, on va dire, hein, mais avant d'avoir les chevaux d'endurance, je suis tout de suite allée sur des courses d'endurance et puis j'ai trouvé très vite euh, une personne qui m'a dit tiens, c'est souvent comme ça qu'on démarre les belles histoires, mais elle m'a dit moi j'ai quelques chevaux d'endurance, j'ai pas le temps de les monter, est-ce que tu voudrais venir m'aider? Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai aussi beaucoup couru en Bourgogne à l'époque avec les chevaux de Geneviève Mahieu. Voilà, donc c'était une sacrée belle époque. Et puis après voilà, j'ai eu les chevaux de Marcel et là de Marcel, et puis avec le temps a passé et j'ai eu il y a plusieurs propriétaires qui m'ont confié des chevaux. Et puis j'ai couru, je les ai en fait j'entraînais le soir après le bureau quoi en gros avec les étudiants d'AgroSup qui venaient m'aider à entraîner. Et puis on allait en course, on débarquait avec nos petits chevaux, l'espèce de remorque aménagée en labo pour pouvoir faire des manips lors des courses d'endurance. Donc on les a emmenés à Montpazier, à Compiègne, à Fontainebleau, enfin partout. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement à quoi servait en fait cette petite équipe que tu as montée? Qu'est-ce que tu as pu mesurer, chercher, trouver grâce à ce projet? Ouais, en fait, je suis partie déjà j'aimais la nutrition, mais j'aimais aussi toute la partie physiologie du sport. Et en fait, après mes études à Angers, j'ai enchaîné sur 1 an de formation à la fac de SAPS à Rennes pour apprendre toute la partie physiologie de l'effort. Pour après, l'idée c'était de voir un peu l'impact de l'activité physique sur la fonction digestive chez le cheval. Est-ce qu'un cheval qui travaille digère mieux, moins bien qu'un cheval qui fait rien? On sait des choses chez l'athlète humain, notamment chez les trailers. À l'époque, le trail, ça démarrait, hein, donc on n'avait pas. À l'époque, on disait l'endurance équestre, c'est comme le marathon. Mais non, c'est pas comme le marathon. C'est comme le trail et l'ultra trail. Donc, je me suis pas mal inspirée des connaissances en humaine et je me suis dit, mais est-ce que ça fonctionne pareil chez des chevaux d'endurance? Voilà. Donc, on a lancé des recherches, des mesures, des études, en mettant les chevaux au travail, en contrôlant la charge de travail de ces chevaux-là, et puis en faisant des mesures de ce qu'on appelle la digestibilité des aliments, des mesures de temps de transit, voire combien de temps un aliment met pour passer dans le tractus digestif. Et une grosse partie hyper intéressante aussi, c'est l'impact de cette activité physique sur la microflore et l'écosystème du gros intestin du cheval. Parce qu'on sait bien que il se passe énormément de choses dans cet écosystème intestinal
que voilà. Donc au final, ça a été l'objet de ma thèse de doctorat. Voilà, donc avec finalement les résultats, c'est que effectivement un cheval qui travaille, après ça semble presque évident, mais en attendant, là au moins c'est écrit, c'est montré, c'est publié. Ça semblait peut-être un peu une évidence, mais voilà, un cheval qui travaille au quotidien, qui est à l'entraînement, qui voilà, qui sort un peu, digère mieux qu'un cheval qui fait rien. Donc tout son métabolisme est plus actif et du coup voilà, et c'est exactement ce qu'on voit chez les gens aussi, hein. On dit souvent que il faut pas être trop sédentaire et que l'activité physique a un vrai impact positif sur la fonction digestive et puis tout, mais la fonction digestive en particulier. D'accord. Et évidemment à côté de ça, bah tu as les efforts intenses ou aigus comme une course d'endurance de 120, 260 km où là par contre bon, le système digestif, il est quand même bien sollicité et donc on est vraiment sur des moments ou des périodes où bah ouais on a des changements importants et des impacts importants sur la physiologie digestive et qui sont à prendre en compte évidemment quand on alimente les chevaux. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de manière assez synthétique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, quelles sont les caractéristiques du système digestif du cheval? Les caractéristiques du système digestif. Alors déjà le cheval c'est un herbivore monogastrique. Ça c'est le mot que je dis le plus depuis 25 ans je crois. Okay. Et c'est une vraie particularité. Et c'est ça qui fait que en fait, faut le voir vraiment. Enfin, déjà, faut que il est un herbivore. Donc, tout son système digestif a évolué et est adapté pour manger, consommer et digérer des fibres, des fourrages, de l'herbe, du foin. Voilà, c'est ça la première. Et donc en fait, déjà, la particularité, c'est qu'il a une table dentaire vraiment spécifique herbivore, des incisives, enfin des molaires et prémolaires très plates, etc. L'idée, c'est de broyer finement des fourrages assez grossiers finalement. Après, t'as l'œsophage, impossibilité de reflux. Ça, je pense que tout le monde l'a en tête. Hein. On n'aime pas trop les bouchons œsophagiens ou les choses comme ça. Et après, on attaque vraiment la partie spécifique du cheval, c'est son estomac. Et là, c'est plutôt un estomac qui peut être, enfin, qui est censé être tout le temps plein. Et il fonctionne comme s'il l'était tout le temps plein. C'est-à-dire que normalement, un cheval, il consomme toute la journée des fourrages, de l'herbe, normalement, hein, et que du coup, son estomac est tout le temps plein. Et la particularité, c'est qu'il produit en continu de l'acide. C'est ni plus ni moins que l'acide chlorhydrique, hein, HCl, qui fait que c'est très très acide et ça permet en fait le démarrage de la digestion. Et quand le cheval mange tout le temps, ce pH très bas, il est équilibré par la salive qui est produite dans la bouche. Donc on a un pH qui est tout à fait normal de 4, 5 dans l'estomac. Et on comprend normalement assez vite que quand le cheval a l'estomac vide, la salive, elle vient pas équilibrer le pH et donc voilà, on arrive à des gros soucis d'ulcères gastriques. Voilà. D'accord. Donc les ulcères, bon, on pourrait en parler des heures hein, sur la façon dont. Mais globalement, voilà pour l'estomac. Après, t'as l'intestin grêle où là, en gros, pour ceux qui ont assisté à quelques-unes de mes formations, en gros, vous imaginez un tuyau d'arrosage de 20 mètres ou 25 mètres qui se tord très facilement et donc qu'il faut pareil qu'il soit tout le temps plein et alimenté par l'estomac. Là, il se passe une grande partie de la digestion, notamment des protéines et puis de certains sucres. Voilà, sous l'action de tout un tas de molécules qui vont venir dégrader. Et puis il y a aussi de l'absorption aussi pas mal des nutriments dans cette partie-là. Et puis la grosse particularité ensuite, c'est ce gros intestin qui est en fait une cuve de fermentation où il y a et c'est là que se passe la digestion des fourrages sous l'action de petits microbes, de tout un tas de petits microbes. C'est pas des méchants microbes, c'est des microbes hyper sympas. Des bactéries, des champignons, des protozoaires, voilà. Et en fait,
là, autant le temps de transit dans les premières parties, c'est rapide. Allez, en 5 heures entre l'estomac et l'intestin grêle, c'est fait. Et là, on est plutôt sur une durée de 25-30 heures dans le gros intestin. Donc, parce que les fermentations, la dégradation des fourrages, c'est un processus qui demande du temps. D'accord. Mais qui est essentiel chez le cheval, parce que, à l'époque, il y a des centaines on va dire des centaines d'années ou milliers d'années, le cheval, il avait pas de son aliment floconné ou son aliment granulé, hein. Et pourtant, il vivait. Et en fait, il tire l'essentiel de ses nutriments, hein, et il couvre ses besoins en mangeant des fourrages. Donc, c'est bien qu'il est tout à fait capable de dégrader ses fourrages en tout un tas de nutriments essentiels. Et on sait que 70% de son énergie, il la tire de la dégradation des fourrages dans le gros intestin. Et on l'oublie trop souvent. Voilà, on l'oublie trop souvent. Ok. Est-ce que tu penses qu'un cheval qui ferait du sport, on va dire pas de haut niveau, mais genre un cheval de propriétaire classique qui ferait quelques courses dans l'année ou par exemple qui ferait quelques parcours, il pourrait se suffire d'un fourrage de haute qualité, par exemple? Pour couvrir ses besoins en énergie, oui. Par contre, c'est tout le reste. C'est que, en fait, la seule chose qu'on voit, d'une certaine manière, c'est l'état du cheval. Mais l'état du cheval ne reflète que la couverture de ses besoins en énergie. Par contre, c'est pas parce qu'un cheval est en état, ou rond, ou je sais pas, ou maigre ou pas, qu'on couvre ses besoins en oligo-éléments, en vitamines ou en minéraux. Donc en fait, il faut faire vraiment attention à la supplémentation, bien connaître son foin, c'est la base en fait. Parce que alors les chevaux d'endurance, ça fait longtemps que je le dis, ils sont quand même très bien lotis dans le monde de l'équitation, parce que les chevaux d'endurance, ils sont souvent dehors, ils ont accès à du fourrage, les propriétaires, ils savent quoi que c'est pas des chevaux qui sont au box très rarement au box sur les stickers de copeaux avec 3 kilos de foin par jour. Non, ils sont au paddock avec leurs copains ou pas, mais enfin en tout cas ils sont bien et ils ont du foin à volonté. Donc du coup le foin ça représente 80-90% de la ration. Et souvent on néglige un peu finalement sa valeur nutritionnelle. On n'a aucune idée finalement de ce que des valeurs du foin. Donc il faut pour moi travailler sur l'analyse de fourrage si on veut avancer quoi. Si on veut bien complémenter et choisir sa complémentation de façon raisonnée. Donc chaque fois qu'on change de foin ou tous les ans par exemple, il faudrait faire une analyse du foin pour savoir exactement ce que le foin apporte et éventuellement rajouter du coup une complémentation adaptée quoi. Ouais, alors après la façon dont la régularité de l'analyse de fourrage, tout ça, c'est vraiment en fonction des écuries, des situations. Il y a des fois les gens produisent eux-mêmes, d'autres fois c'est l'agriculteur du coin, ou d'autres fois voilà ils subissent un peu ce qu'on leur livre parce que c'est le négoce, c'est le gars qui vient avec son camion et puis en fait on n'a même pas le choix. Mais en attendant, de toute façon, plus on fera des analyses de foin, plus on aura aussi en fonction de la région où on est. Il y a des choses qui sont variables et mieux on connaîtra les fourrages et la qualité des fourrages, mieux on pourra adapter la complémentation. D'accord. Et j'imagine qu'entre ce que le cheval mange et ce qu'il absorbe, il y a une grosse différence. Est-ce qu'il y a des choses en particularité qu'il a du mal à absorber, même s'ils sont en quantité suffisante, ou dont il a le plus besoin pour travailler, et que ça, par contre, on est sûr qu'il faut l'ajouter à dans la complémentation du cheval? En fait, le cheval, il est fait pour digérer des fourrages. Ok, pour ça, pas de problème. Attention, quand on parle des fourrages, comme on veut lui en donner plein, parce que normalement, il faut pas qu'il soit trop riche. Hein. Donc, surtout les chevaux d'endurance. Parce que plus ton fourrage il est riche, par exemple en sucre, moins tu peux lui en donner en fait, parce que tu es obligé de restreindre la quantité. L'idée c'est de pas restreindre la quantité de fourrage consommé par nos chevaux. Et après,
on lui donne, disons que des aliments ou des compléments alimentaires qui vont venir couvrir et équilibrer finalement cette ration de fourrage. Et on sait très bien que les faux, ils sont pas trop faits pour manger beaucoup de céréales, par exemple. Hein, ils ont un peu de mal à digérer l'amidon des céréales. Donc là, faut être vigilant. Mais voilà, après, donc du coup, ça c'est vraiment le point de vigilance à avoir. C'est la composition des aliments qu'on va utiliser. Ils aiment pas non plus. Alors là, c'est pas tant sur. Ils aiment pas les gros repas de compléments parce que leur estomac est petit, parce que ils sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour manger tout le temps, mais en petite quantité. Donc des repas de 6 litres, c'est horrible quoi. En gros, tu donnes un repas de 6 litres à 6 litres, enfin peu importe, on parle en litres ou en kilos, chacun fera la conversion, mais des gros repas volumineux, t'as pas la moitié qui est absorbée au fond. Et le pompon derrière, c'est que ça peut finalement entraîner des déséquilibres au niveau de l'estomac et aussi dans le gros intestin quoi. Donc voilà un peu ce que je peux te donner comme exemple quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des erreurs? Enfin, donc toi, tu fais beaucoup de formations pour apprendre aux cavaliers, surtout d'endurance, à bien nourrir leurs chevaux, ce qui est un point essentiel quand on veut progresser en endurance. Est-ce que toi, tu vois des erreurs que font très souvent les cavaliers? Euh, alors là comme ça, de but en blanc, je te dis les trucs. Changer d'aliments juste avant les courses. Ok. Horrible. Faut pas changer. Une fois que la ration est stabilisée, c'est pas quand on a des doutes au dernier moment parce qu'on se dit oh peut-être que ça sera mieux. Non, on change rien. Il faudrait Ok, le faire combien de temps à l'avance voilà, il faut que ça soit stabilisé 3 semaines avant. Ok. Ça, Voilà. ok. Donc, Le truc à ça pas. c'est gros red flag. Faut pas changer d'aliment. Lâcher son cheval dans un paddock hyper plein d'herbe, par exemple, le jour de la course, alors qu'il vient d'un endroit où, je sais pas moi, il est dans un paddock sec, il mange du foin, et puis on arrive 3 jours avant la course ou 2 jours avant la course, et c'est chouette, il y a plein d'herbe, et puis on fait son paddock, et puis là, il se gave. Donc, Quels du seraient les coup, risques? En fait, c'est justement que le cheval se gave de d'herbe. des problèmes de métabolisme derrière quoi, c'est-à-dire qu'en fait le rythme c'est que c'est exactement comme un changement d'alimentation, c'est que tu vas déstabiliser enfin là en l'occurrence ça t'amène des sucres, des protéines à bloc alors que le cheval est pas du tout habitué à manger ça. Donc tu as un gros déséquilibre au niveau de la microflore du gros intestin et puis derrière tout un tas de problèmes le lendemain quoi. Ok. Mais tu peux avoir aussi un peu de colique même la veille de la course quoi. Donc voilà. Ok. Faire attention. Et on dit que il vaut mieux mettre un cheval d'endurance dans un pré où il n'y a pas beaucoup d'herbe et le supplémenter en foin que le mettre à l'herbe très très verte. Enfin, je suppose que ça dépend aussi du moment, du moment dans l'entraînement. Mais qu'est-ce que t'en penses toi de mettre un cheval d'endurance dans un espace genre où il y a trop d'herbe, trop riche? Ah ben de toute façon c'est pas du tout. En fait non. Et effectivement ce que tu viens de me dire c'est ça, c'est la pratique, c'est qu'il faut stabiliser la ration, faut maîtriser l'alimentation. Quand tu mets ton cheval d'endurance à l'herbe, tu maîtrises rien. L'herbe elle varie beaucoup. Donc un coup il va être trop gros, après ceci, après cela. Enfin et puis tu as une quantité de sucre importante, tu maîtrises pas grand-chose. Donc à partir du moment où ton cheval est en compétition et que tu veux faire les choses bien, on va dire. Ouais, il faut mieux le mettre en paddock avec, il grignote quoi, il grignote son herbe, mais et par contre ta ration c'est du foin, ton aliment et tes compléments si t'as besoin. Ouais, tout à fait, ça D'accord. c'est sûr. En dehors de la saison d'entraînement, genre ok pour qu'il aille. Ah, il peut aller au repos. Ouais. Ouais, Dans il peut n'importe. aller au repos, même après une grosse course, histoire qu'il se refasse, D'accord. tu le mets à l'herbe. Mais après, faut le remettre dans son paddock avec son foin, tout ça, et après on reprend l'entraînement. Parce qu'en fait, voilà, t'as l'herbe, enfin, c'est quelque chose c'est hyper riche en énergie. Donc en fait, tu peux avoir des soucis très vite sur des chevaux un peu sensibles, des soucis musculaires, quoi.
des myosites et tout ça. Donc voilà. Mais c'est sûr si tu veux avoir enfin voilà, il faut maîtriser l'alimentation et une alimentation voilà, parfaitement contrôlée. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une myosite? Une myosite, ben c'est ce que certains expérimentent malencontreusement parfois en entraînement, parfois en début de course, enfin parfois ça dépend, il peut y avoir à différents moments. Et puis finalement c'est souvent en lien. Alors t'as la partie génétique, t'as des chevaux qui sont plus sensibles que ça, enfin à ça que d'autres, pardon. Souvent les petites juments un peu tendues. Bah là il faut vraiment caler l'alimentation en amont, caler le travail tout le temps pour qu'elle fasse pas des myosites trop souvent, parce que finalement on peut avoir des dommages importants au niveau du muscle, quoi. Donc il y a des chevaux qui ont quand c'est des petites myosites, ben le cheval il s'en remet, il va uriner un peu foncé et puis être un peu raide, mais il y a des myosites très très importantes qui compromettent complètement l'avenir du cheval derrière et qui créent des dommages irréversibles au niveau de la structure musculaire, quoi. En fait, c'est un déséquilibre entre l'apport alimentaire en énergie surtout et le travail. Donc en fait, quand c'est bien aligné, tout va bien. Mais si par exemple tu ralentis tu diminues la charge de travail en laissant la même alimentation, t'as trop d'énergie, quoi, par rapport à l'activité. Et là, en fait, t'as un stockage d'énergie dans le muscle et qui fait qu'au démarrage du travail, ça calme. ça casse. Voilà, donc il faut toujours que les apports soient alignés aux besoins, quoi. Sinon, ça va pas. Mais le fait, enfin, par exemple, début d'une course, donc on a trop d'énergie dans les muscles, et là on va redonner plus de travail, et en fait qu'est-ce qui va se passer en fait? Parce qu'on pourrait se croire que du coup c'est ce trop plein d'énergie, on pourrait se dire j'ai envie que mon cheval stocke de l'énergie dans ses muscles entre guillemets, et que du coup il en est plein pour la course, mais en fait ça marche pas comme ça. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ça. Les stocks d'énergie. Après, c'est là le métabolisme, c'est plus complexe encore. Mais oui, l'énergie n'est pas stockée enfin, il y a une partie qui est stockée dans les muscles et d'autres dans d'autres organes. Et donc en fait, la capacité de stockage des muscles, elle est limitée. Donc en fait, c'est quand on apporte trop d'énergie d'un coup, ouais, ça vient surcharger finalement le muscle. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que font les cavaliers d'endurance par rapport à la nutrition de leurs chevaux? Que te dire? On a parlé de l'herbe, des fourrages. Il y en a tellement. Penser que ouais, je sais pas si ça c'est des erreurs courantes. Pas donner assez de fibres en cours, peut-être. Je dirais que, mais ça c'est pareil. Il vaut mieux donner des fibres pendant la course que des aliments riches en amidon, ça c'est sûr, pour soutenir la fonction digestive. Voilà, on donne un peu d'aliments habituels et puis on enchaîne sur de l'aliment des fibres absolument, du foin ou de l'aliment fibreux pour que en fait très clairement la fonction digestive quand tu lui apportes elle se traduit par les bruits digestifs, en fait. C'est ça que les vétos, ils écoutent. Ils n'écoutent pas que le cœur, ils écoutent les bruits digestifs. Et en fait, un cheval qui est pas fatigué, qui mange encore, qui font tout, il a des bruits digestifs, du coup. Et du coup, c'est un signe ok, le cheval, il repart, nickel. Par contre, quand t'as plus de bruit digestif, c'est un signe de fatigue, clairement. Parce qu'en gros, tout le cheval, il est fatigué et du coup, et puis tout l'afflux sanguin va aller vers les muscles au détriment de l'intestin, en fait, et de la fonction digestive. Donc, et de la manière de stimuler, de continuer à faire en sorte que ça fonctionne bien, c'est de donner des fibres pendant les vêtements. Ok. Tu disais, c'est au téléphone que au début les gens te trouvaient un peu bizarre de marcher les chevaux avec le foin. Et maintenant c'est vrai que c'est ça. On le fait presque. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait longtemps que
j'étudie la question de l'alimentation du cheval et puis ça fait longtemps que je me dis en fait il faut absolument à l'époque enfin il y a 20 ans enfin donc il y avait pas trop de recherches, on savait pas exactement quoi donner en course, même en entraînement en course. Enfin, c'était chacun faisait des essais et j'ai vu des trucs assez incroyables sur des Vetgate quoi, avec des rations assez étonnantes. Et et voilà, l'évidence, c'était quand même que il fallait effectivement nourrir absolument le cheval. Et souvent, avant, on avait tendance à, une fois qu'on sellait le cheval pour repartir, ben on le marquait, on pensait à ses muscles finalement, à le remettre un peu en route. Mm. Et mais en attendant, on perdait peut-être 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, le temps de seller et puis de s'approcher de la ligne de départ. Il y avait 10 minutes, un quart d'heure finalement qui étaient disponibles aussi pour cette consommation de foin ou de fibres. Et enfin à l'époque, on est plusieurs à s'être dit, mais en fait, il faut absolument profiter jusqu'au bout de cette consommation de fibres. Et maintenant, ça s'est démocratisé, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a enfin, quelle serait la meilleure manière de nourrir un cheval pendant une course d'endurance? Tu disais donc que déjà il faut qu'il mange des fibres un maximum, qu'il ait la même alimentation qu'il a à la maison. On voit certains proposer plusieurs aliments, enfin plusieurs genres seaux avec des aliments différents. Qu'est-ce que t'en penses? Quelles sont les bonnes habitudes à avoir en fait? Alors déjà, c'est sûr qu'il faut ouais apporter du fourrage toute la nuit. Enfin, faut vraiment faire attention quoi. C'est que il faut pas que. Et puis quand on peut emmener son foin, c'est top parce que là, il y a pas de changement de foin quoi. Il y a des fois, on arrive sur la course et puis le foin. Enfin maintenant, ça n'existe. Enfin, ouais, on a tellement, les choses ont tellement évolué en positif d'ailleurs. Hein, mais ouais, donc on peut amener son foin et puis pas laisser la veille de la course son cheval au box ou même sans attention quoi. Il faut vraiment être là pour surveiller qu'il consomme bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Et puis après ben pendant la course, alors il y a une grande question et ça fait rire souvent les gens avec qui je discute de ça, c'est enfin, sur des grosses courses. Hein, là on parle de grosses courses parce que les petites courses enfin c'est d'autres c'est moins euh, complexe, on va dire. Mais sur des grosses courses, la question c'est est-ce qu'il faut nourrir avant ou pas, nourrir ou pas avant le départ. Oui. Voilà, là c'est vraiment, mais c'est la grosse énigme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut nourrir suffisamment. Si on choisit de nourrir, il faut le faire suffisamment longtemps avant le départ, et puis surtout pas une grosse quantité, quoi. Un Suffisamment petit longtemps, repas. c'est combien de temps à peu près? 2 heures, quoi. Mm. 2 heures, ah ouais, au moins 2 heures. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, même toi, avec toutes les études que tu as fait, on sait pas exactement si c'est bénéfique au cheval de partir en ayant. Non, il y a pas de réponse aujourd'hui. Ok. Chaque cheval est Voilà. différent ou c'est qu'on n'arrive pas à trouver la réponse? Non, c'est que en fait, il y a pas aujourd'hui de recherche sur il y a jamais eu D'accord. d'études en fait. Donc ouais, il y a plein de questions qui restent en suspens. Hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est pour ça qu'il faut aussi de la recherche. Mais voilà, ouais. Et après pendant les vêtes, c'est pas du tout choquant d'avoir effectivement plusieurs aliments différents, même ceux que les chevaux mangent pas habituellement. L'idée c'est qu'ils mangent. Voilà. Mais évidemment qu'ils mangent allez un petit peu d'aliments qui se refasse un peu d'énergie quoi enfin mais par contre faut pas le laisser manger son floconnés à 25% d'amidon pendant les 40 minutes de pause quoi ça c'est sûr que non on donne un repas de allez ce qu'il va bien manger et puis après on passe au film. Ok. Il y a certains chevaux qui ne mangent pas entre les vêtes ou qui ont envie d'aller manger l'aliment du copain à côté. Ça m'est déjà arrivé, C'est pas ça. grave ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, non, c'est pas grave. Il faut pas le laisser pareil, il faut limiter la consommation, mais c'est pas grave, en fait. C'est parce que le système digestif, il est tellement sollicité, Mhm. que, en fait, il faut laisser le cheval manger ce qu'il a envie de manger en petite quantité. Si c'est l'aliment du voisin, bah, tant mieux, quoi, ouais. Alors, Et maxi 2 litres, quoi. Enfin, faut pas qu'il mange, voilà, c'est un tout petit, c'est toujours limité, quoi. bien sûr. Comme nous en course, je sais pas si tu cours, ou si tu Pas passes à pied.
Les gars qui font du trail le savent, quoi. C'est que en fait le système digestif il est tellement sollicité que bah, c'est une journée complètement spéciale à part. Et en fait, tu manges des compotes, enfin les uns ça va être plutôt des compotes, l'autre ça va être des chips, on sait pas pourquoi. Enfin, c'est complètement, c'est des journées à part. Et l'idée c'est quand même que qu'on continue à faire fonctionner son système digestif de façon à peu près acceptable. Parce que le problème numéro un en trail, c'est, enfin un des problèmes importants, c'est les problèmes digestifs, quoi. Et là, et en fait, on est un petit peu pareil pour l'endurance équestre. Il y a un lien entre déshydratation et mauvaise alimentation sur la course. La déshydratation, oui, ça peut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un cheval qui consomme, faut pas oublier ça non plus, c'est qu'un cheval qui consomme du fourrage suffisamment, on sait ça, et ça c'est scientifiquement connu, c'est que il a un plus gros réservoir d'eau et d'électrolytes dans le gros intestin. Donc, et d'où l'importance de la consommation d'un fourrage de qualité, surtout pour les chevaux d'endurance, parce que c'est vraiment un point hyper sensible, quoi, cette déshydratation au cours de l'effort. Et après, c'est sûr que quand on peut faire des bêtises au niveau et provoquer effectivement ou accélérer de la déshydratation, ouais, avec des mauvaises pratiques. Je pense que en fait, dans un sens, le fait qu'il mange, souvent, ça va lui donner envie de boire aussi. Okay. Donc, mais dans tous les cas, bon, c'est vrai que, et en tout cas, il y a une chose qu'il faut se dire aussi, c'est que l'enjeu n'est, enfin, ça devient un enjeu sur des grosses courses. Mais sur 60 kilomètres, un cheval qui boit pas, c'est pas grave. Bien sûr. Un cheval qui mange pas entre ces deux boucles, enfin, ça c'est moi. Mais un cheval qui boit pas entre ces deux boucles de 30 sur une 60, c'est très grave. Sur 90, c'est pas, voilà, c'est après. Quand ça va vite, quand c'est plus long, que là, mais pareil, il faut pas aller, enfin, je pense que c'est quand le cheval, voilà, il est stable, il est entouré d'une équipe, et qu'il n'y a pas de problématique, c'est tout ce travail avant, quoi, qui fait que le jour où il arrive sur 120 ou 160, il est prêt, mentalement aussi. Il n'y a pas que les muscles et tout ce qu'on vient. C'est le mental qui est hyper important. Donc finalement, les gens et les entraîneurs le savent, c'est que dès que tu commences à emmener ton jeune cheval sur des courses, que tu lui apprends tout ça, à manger, à boire, à se détendre, à se dire que là, voilà, on passe au vet et après, on va pouvoir aller manger des choses. Enfin voilà, euh, c'est ça qui, enfin, joue vachement et c'est ça qui est super intéressant dans l'endurance, c'est cette progression. Et enfin moi j'ai beaucoup aimé faire progresser des jeunes chevaux. En gros, les faire devenir des chevaux matures. Au départ, ils sont tout agités, ils connaissent rien, nanana, et puis petit à petit, voilà, tu les emmènes vers une certaine maturité, et c'est là que c'est chouette. Enfin, cette progression-là, elle est super chouette à voir. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre la nutrition, par exemple, d'un cheval de haut niveau de CSO et un cheval de haut niveau d'endurance? Les bases sont les mêmes. Vraiment, les bases sont les mêmes. Après, l'effort est pas tout à fait le même. Les bases, c'est clair, hein, c'est un herbivore, ça reste un herbivore, que ça soit un cheval non un pur sang arabe d'un mètre 55 ou un tel français d'un mètre 70. Ça reste des herbivores, donc ils ont besoin de fourrage de qualité. Après, il y a des particularités en termes d'effort qui nécessitent certaines adaptations. Mais au final, par exemple, on dit souvent que, ouais, enfin, les chevaux d'endurance, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut varier les sources d'énergie, c'est-à-dire combiner l'amidon, des sucres avec la matière grasse et avec les fibres solubles aussi, hein, comme certaines matières premières, comme la pulpe de betterave et tout ça. Ça fait hyper longtemps. Mais ce discours-là, il arrive aussi dans les autres disciplines, peut-être avec un peu de retard, parce que je pense que en fait, en endurance, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est obligé d'avoir une vision globale
de tous ces éléments-là et que ça soit de l'entraînement, de l'alimentation, de la maréchalerie, de tout quoi. On peut pas mais alors je pense que les gens qui font de l'endurance, c'est ça qu'ils aiment. C'est ce côté hyper complet où tu réfléchis quand même tout le temps à te dire comment faire. Et c'est ça qui a poussé, je pense, enfin, pour moi, ça fait longtemps que on maîtrise quand même l'alimentation du cheval d'endurance, à part les quelques erreurs, mais ça, enfin, je veux dire, tout le monde peut faire des erreurs. Dans les autres disciplines, c'est pas la même approche du cheval. Donc, mais bon, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Ouais, beaucoup de choses qui s'améliorent. Je pense que, en fait, là où il y a vraiment une particularité, c'est aussi chez les chevaux de course, quoi. Là, on est dans les extrêmes. D'un côté, t'as des chevaux d'endurance qui font 160 km et les autres qui font quelques centaines de mètres sur un hippodrome à fond, quoi. Qui ont un mode de vie complètement différent. Et c'est encore, ouais, c'est compliqué pour ces pur sang de course. L'alimentation en général, c'est un peu compliqué, ouais. Je veux dire, enfin, l'accompagnement de ces chevaux-là, toi, en tant que nutritionniste, c'est un challenge encore plus important, quoi. Oui, oui, oui. Ben alors peut-être parce que je connais très très bien l'endurance, mais non, je dirais quand même que bah, les chevaux d'endurance, ouais, ils sont dans des conditions, ils mangent du foin, ça leur pose. J'ai pas souvent vu un cheval d'endurance qui boude de façon, enfin sur du long terme du foin. Les chevaux de course, ils sont souvent très tendus. Il y a encore des écuries où finalement, en fait, les rations sont tellement importantes, les rations d'aliments, que les chevaux consomment peu de foin. Donc, on dit souvent qu'il faut entre 10 et 15 kilos de foin à gérer. Eux, s'ils consomment 5 kilos, c'est top. Et enfin, c'est déjà ouf, quoi. Et donc, derrière, par contre, ils ont des 10, 12, voire plus litres d'aliments. Plus tu donnes de l'aliment comme ça, plus enfin, le cheval, il a une capacité d'ingestion limitée. Donc, bah, si tu remplaces finalement, si tu donnes 12 litres d'aliments, il va manger moins de fois, hein, ça c'est sûr. Et moi, quand j'étais à Dijon, on avait aussi des chevaux trotteurs, des réformés. Et en fait, ces chevaux-là, ben, quand ils arrivent, ils reviennent d'écuries d'entraînement, un peu tendus, le ventre tout remonté souvent, enfin avec des ulcères. Hein. Et en fait, il leur faut. Et je dis souvent, avec cette expérience-là, que j'ai vu qu'en fait, les chevaux, ils ont besoin de redevenir des herbivores. Leur ration, pendant plusieurs mois, ils ont été dans des conditions mais assez éloignées de leur nature, quoi, de leur physiologie. Et ils ont besoin derrière de 1 an, 2 ans, voire plus, pour redevenir des herbivores. Et ils réapprennent à manger du foin à 10, 12 kilos. Mais ça vient. Mais c'est parfois un peu compliqué. Et du coup, le cheval d'endurance, lui, par définition, on lui propose du foin de manière suffisamment à volonté. Ouais. Ça continue à fonctionner bien. C'est ça. C'est nécessaire, quoi, de toute façon. Ah ben oui, c'est ça, c'est la base. Et alors je fais juste un petit complément, c'est que maintenant du coup, les gens savent globalement qu'il faut nous donner beaucoup de fourrage. Et donc quand je leur pose des questions, quand je viens faire des bilans nutritionnels ou des choses comme ça, je dis alors ils mangent combien de fourrage? Ah ben il est à volonté. Et je leur dis ouais mais combien ils consomment? Et il est à volonté, donc je dis ça me dit pas combien ils consomment. Est-ce que vous avez déjà pesé et estimer la quantité de foin consommé? C'est la première chose à vérifier. Parce que c'est pas parce qu'il est à volonté, pas parce que c'est comme nous, je sais pas moi, c'est pas parce qu'on a du chocolat dans l'armoire qu'on le mange. Voilà, c'est donc voilà, il y a des petits trucs comme ça de temps en temps qui sont pas très compliqués à faire pour vérifier que le cheval consomme bien. Mais ça c'est surtout quand il y a des problèmes. Enfin, quand il n'y a pas de problème, quand ça roule, il y a pas tellement à se poser de questions. Mais souvent, je suis appelée quand il y a des problèmes. Donc voilà. Quel genre de problème t'es amené à aller, enfin, à voir, quoi? Pourquoi les gens t'appellent? En endurance? Ouais. En endurance, ben défaut qui. Alors ouais, les derniers en date,
c'est des chevaux qui sont pas en état. Et en fait, je vais là-bas et je me rends compte que, en fait, ouais, les chevaux mangent pas assez de foin. Ils ont du foin à volonté, mais pour différentes raisons, ils le mangent pas. Et pourquoi Voilà. il ne mangerait pas ce foin? Mais il est pas Ouais, bon, le parce foin? que en l'occurrence, enfin voilà, il y a plusieurs explications parfois. Bien sûr. Ça peut être justement exactement comme dans des rations de chevaux de course où il y a beaucoup d'aliments concentrés. Mhm. Et du coup, les chevaux ont pas faim et ils mangent plus d'herbe, enfin de foin, pardon. Ça peut être un problème de qualité du fourrage aussi, hein. Ça, faut faire pareil, hein, d'où les analyses de fourrage qui sont quand même de temps en temps essentielles. Il peut y avoir aussi, des troubles en lien avec l'eau, hein, la qualité de l'eau. Voilà, ça c'est tout ça quand je vais dans une écurie, je regarde tout ça. Un autre exemple, pareil, dans une écurie, il y a quelques chevaux qui tiennent pas en état, pareil, alors qu'ils ont rien changé. C'est souvent ça, hein, mais on n'a rien changé, on sait pas ce qui se passe. Et en fait, il s'avère que ces chevaux-là, en fait, c'est ceux qui ont du foin mouillé parce qu'ils sont un peu sensibles au niveau respiratoire. Et là, je dis, mais combien de temps vous avez laissé le foin trempé dans l'eau, quoi? 24 heures. Je dis, mais en fait, c'est beaucoup trop long. Pour des problèmes respiratoires, c'est 2 heures. Si vous laissez plus longtemps, vous altérez complètement la valeur énergétique du foin. Tous les sucres sont lessivés. Alors, et ça, c'est top. En fait, quand tu veux faire maigrir un poney fourbu, tu trembles le foin 24 heures, et là, du coup, ouais, c'est bien. Mais pour des chevaux d'endurance qui ont des besoins en énergie super élevés, voilà. Voilà. Donc ça, c'était un truc. Et puis sinon, dernièrement, j'ai un cheval qui récupère pas. Voilà. Un cheval qui allait super bien début de saison et puis qui au fur et à mesure sur 90 quoi, il fait une super course et puis quand il reprend le boulot, il recourt et c'est la cata, il récupère plus. Il y a différents signes. Voilà. Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait là comme ça je suis incapable de dire. Donc ma démarche, c'est toujours la même histoire, vérifier le foin, faire une analyse de fourrage. Regarde, c'est pas en fait. Alors ouais, j'ai fait 10 ans en entreprise de nutrition animale chez des fabricants. Et en gros, quand il y a un problème dans des écuries, tout le temps la faute de l'aliment. C'est voilà. Trop facile. En fait, pourquoi? C'est juste que globalement, une fois que le veto a fait parce que t'appelles qui quand t'as un problème? T'appelles un veto Bien sûr. et ton fournisseur. Voilà. Globalement, c'est ça. Donc, quand le veto a pas trouvé la solution, c'est le fabricant et puis c'est toujours la faute. Mais en fait, c'est pas souvent la faute de l'aliment. C'est, moi, en tout cas, avec le recul de toutes ces années, c'est souvent, une fois qu'on a une ration équilibrée, évidemment, si tu donnes plein d'aliments pas adaptés, oui. Mais souvent, là, les derniers cas, c'est en lien avec du foin. Et là, en l'occurrence, j'ai détecté avec une analyse de fourrage assez complète qu'il y avait un énorme excès en fer dans le foin. Et donc, en gros, potentiellement un impact sur l'ensemble du métabolisme, de l'assimilation, d'autres minéraux, d'autres oligo-éléments, qui fait que du coup, tout est détraqué, quoi. Mm. Voilà. Et ce cheval-là, en plus de pas trop récupérer, avait des problèmes de pied. Les problèmes de pied peuvent être en lien avec une mauvaise absorption du zinc, du cuivre et des choses comme ça. Il faut creuser un peu, quoi. Les analyses de foin sont essentielles, quoi. Okay. Ouais. En fait, c'est toujours la même histoire, hein. Ça représente, voilà, on le dit, on le redit, la majorité de la ration d'un cheval. Donc, et la plupart du temps, il faut d'abord regarder ce qu'il y a dans le foin avant d'aller. Et puis surtout, ouais, des erreurs aussi que je vois. La dernière, c'est c'est les supplémentations à outrance et à gogo, quoi. Donc, comment on dit, le mieux est l'excès du bien, ou je sais plus comment c'est. Mais en gros, ça n'a aucun sens de rajouter des couches. À un moment donné, on arrive à des excès de certains oligos qui peuvent, c'est des rations complètement déséquilibrées. Donc, faut faire attention aussi à pas
à pas ajouter, je sais pas combien de compléments alimentaires sur une ration qui est déjà normalement, enfin en tout cas sans savoir quoi, sans D'accord. savoir. Ouais. Mm. Pour toi, pour un cheval qui va aller faire, on va dire à partir de 100 kilomètres, est-ce qu'il y a besoin forcément de rajouter des compléments alimentaires en plus de la ration ou pas? Non, pas forcément. Tout dépend de la qualité de ton foin, de Ok. l'aliment que tu mets par-dessus. Ouais. C'est l'analyse du foin qui permet de savoir ce qu'il faut rajouter en fait. Ouais, et puis ton cheval aussi, quoi, la connaissance de ton cheval. Évidemment, il y en a plein. Enfin voilà, il y a aussi des chevaux qui ont des particularités, des sensibilités. C'est à force, quoi. Mais il y a, c'est pas systématique. Voilà, en analysant la ration de base, l'aliment, c'est un bon aliment. Il y a pas, enfin souvent il est tout à fait équilibré pour couvrir l'ensemble des besoins, quoi, et compléter correctement un fourrage. Et puis derrière, voilà. Et puis avant, enfin, il y a beaucoup de gens qui rajoutent des matières grasses, par exemple. Mais en fait, ça dépend de la teneur en matières grasses de l'aliment que tu distribues, quoi. Si c'est déjà un truc enrichi en matières grasses à 6, 7, 8% de matières grasses, t'as pas forcément besoin d'aller chercher à rajouter de l'huile de colza ou de l'isiocate, quoi. Mm. Et par exemple, tout ce qui est, tu sais, ces mélanges que toutes les selleries vendent de vitamines plus énergie boost ou j'en sais rien quoi. T'en penses quoi toi de ce? Bah moi j'en pense que c'est toujours pareil, quoi. Est-ce qu'on en a besoin? C'est définir, c'est exactement comme l'alimentation humaine, quoi. Enfin, des suppléments, on en rajoute si on en a besoin. Mm. Je sais pas, si t'as des problèmes articulaires, tu prends un complément adapté. Si t'as tendance à avoir, enfin, je vais pas revenir aux chevaux parce je vais te donner une petite balle, si ton cheval il a tendance à, tu vois, être un peu raide en démarrage d'exercice, tu vas pouvoir lui donner des trucs adaptés. De temps en temps, il y a besoin de refaire une cure hépato voilà, voilà, assainir tout ça. Là, en ce moment, moi, je fais une petite cure de jus de citron le matin. Ben ouais, voilà. Mais c'est raisonné. Je sais pourquoi je le fais. Et pour les chevaux, c'est pareil. Tout ça, c'est hyper intéressant. Alors, faut faire attention, euh, ouais, à la composition des aliments, aux marques aussi, qui sont à la qualité souvent de ce qu'il y a dans ces suppléments nutritionnels. Si je peux en tout cas enfin donner un petit indicateur, c'est par exemple les oligo-éléments, ils sont cuivre, zinc, sélénium, tout ça, ils sont beaucoup plus assimilables quand ils sont sous une forme chélatée. C'est écrit ça en fait sur l'étiquette ou sous une forme organique, parce que ça c'est en fait quand c'est leur forme naturelle en fait on en trouve comme ça dans le fourrage, dans l'herbe. Parfois, et pourquoi on met d'autres formes un peu moins naturelles, ça coûte moins cher. Mm. Globalement, enfin, faut pas regarder au moins cher. C'est pas la bonne démarche. Vaut mieux en mettre moins de qualité et un peu plus cher certes, mais au moins c'est assimilé, il y a aucun risque et tout ça. Ouais. D'accord. Mais toujours raisonner quoi, pas faire à l'aveugle. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a des prises de sang qui nous permettent de savoir un peu quels sont les manques en vitamines par exemple du cheval ou qu'est-ce que t'en penses toi de ça? De faire des prises de sang? Moi, je pense que l'analyse de sang, c'est pas forcément utile quand tout va bien, parce que c'est pas ça qui va montrer. En tout cas, non, l'analyse de sang n'est pas toujours, ne traduit pas forcément des carences en vitamines ou oligo-éléments, parce que bah c'est pas enfin parce qu'en fait, les teneurs dans le sang sont souvent régulées et maintenues stables, donc ça reflète pas forcément le réel statut et en fait, faut vraiment comparer les apports aux besoins théoriques, quoi. Faut faire des rations, mais l'analyse de sang, faut vraiment la prendre avec précaution. On a l'impression que ça va tout résoudre ou tout dévoiler, mais pas du tout en fonction que, enfin, si le cheval, enfin, ça dépend en plus quand
quand la prise de sang est prise, par qui. Enfin, c'est vraiment délicat comme acte en fait. Et souvent, parfois on me demande, tu penses quoi de cette analyse de sang? Mais en fait, je dis, j'en pense. Alors évidemment, quand c'est une énorme myosite avec les CPK, les machins qui sont explosés, ça c'est pas trop compliqué, on a compris quoi. Mais pour ce qui est des apports et des pour les vitamines et tout ça, non, c'est pas comme forcément la bonne démarche. Non, non. Ok. Et par exemple, il faut pas apporter plus, enfin, je pense que je vais te faire répéter ce que tu as déjà dit, mais remettre du fer, enfin, en préparation d'une grosse échéance, par exemple, mettre plus de vitamines, ou enfin de vitamine E ou de sélénium ou j'en sais rien quoi. Ça va vraiment dépendre de si l'apport il est pas déjà enfin il est déjà pas donné par l'alimentation de base quoi. Sinon il y a aucune raison qu'on en rajoute, même s'il y a une échéance sportive style une 120 ou une 160 en fait. Non, en fait, il faut savoir que en fait, finalement, je veux dire, il y a plein d'oligo-éléments, vitamines, ça qui sont pas stockés. Donc en gros, si t'en donnes trop, alors que le cheval n'en a pas besoin, ça c'est direct dans l'urine. Ça sert à rien. Donc il faut clairement, voilà, il y a vitamine, sélénium, tout ce qui est antioxydant et tout ça, ça peut être bien pour des chevaux qui, tu sais, tous les problèmes métaboliques, les vieux chevaux, PSSM, tout ça, tout est, mais ça c'est sous contrôle des vétos. Ça c'est, enfin, je veux dire, quand il y a des problèmes avérés, des pathologies, le vétérinaire il est là pour donner les bons conseils. Et voilà, et les ordonnances aussi s'il y en a besoin. Mais pour moi, enfin, si ton cheval va bien et n'a pas de problème spécifique, Ok. disons qu'il faut, tu peux pas, en fait, c'est à prendre au cas par cas. L'individu, voilà, t'as un cheval en particulier, il est comment, il a récupéré comment sa dernière course, est-ce qu'il consomme bien son foin, est-ce que ceci, est-ce que cela, et là, tu vas avoir un conseil adapté. Mais ce qui va pour un n'ira pas pour l'autre. Bien sûr. Et puis alors au mieux, ben t'as perdu ton argent et au pire, tu déséquilibres tout et tu te tapes un état au bout de. Enfin, voilà. Toi, en tant que nutritionniste, qu'est-ce que tu regardes, et aussi en tant que nutritionniste et cavalier d'endurance, qu'est-ce que tu regardes qui est important dans la récupération du cheval, en fait? Qu'est-ce que tu regardes Au vet ou après? Après la course? Après la course, Ouais. que je regarde déjà, c'est quand je le descends du vent et que je le mets au paddock, comment il se comporte. Et je trouve que en fait la course, elle est réussie quand ton cheval il part au trot rejoindre ses copains. Là, c'est que t'as tout gagné. Voilà. Voilà, ça c'est les meilleurs moments presque. Là, tu te dis que t'as réussi ta course. Et puis après, tu regardes, qu'est-ce qui peut se passer. Et souvent, ils sont un peu séchés, quoi. Enfin, ils perdent. En fait, c'est l'eau. Ils perdent beaucoup d'eau. Et j'avais fait des études justement sur l'évolution du poids des chevaux pendant la course, et puis après toutes les semaines qui suivent, quoi. En combien de temps ils récupèrent leur poids d'avant, etc., etc. Et on s'est rendu compte, effectivement, ils peuvent perdre, aller jusqu'à 30 kilos, hein, mais c'est vraiment de l'eau, hein, beaucoup d'eau qui est perdue. Et il y a, enfin, le retour, le transport du retour est souvent aussi vachement sollicitant, quoi, pour les chevaux, parce que souvent ils ont, alors bah ouais, c'est top quand ils boivent bien, et maintenant on voit des perfs de confort quand même à la fin des grosses courses, et c'est vrai que ben ça s'appelle des perfs de confort et on comprend pourquoi. Et après, ben ouais, normalement tu le laisses un peu au repos et puis il reprend ben son look d'avant, il se refait un peu et puis on lui redonne, voilà. Après ça, là, en général, il reste au repos pendant quelques temps après sa course, donc faut pas oublier de baisser la ration. Voilà, faut pas continuer, voilà, enfin en tout cas, faut ajuster les apports aux besoins comme d'habitude. Et D'accord. petit à petit. Et puis après, ben s'il est mis à l'herbe, tu le remets au paddock un petit peu avant de le remonter pour éviter les petits soucis qu'on a évoqués tout à l'heure, quoi, D'accord. myosite et autres. Mm. Et est-ce que plus un cheval, enfin, est-ce qu'un cheval qui ne perd pas de poids pendant la course
ça veut dire qu'il a vraiment super bien vécu l'effort. Enfin, c'est un peu bête comme question. Est-ce qu'un cheval qui Si, a perdu beaucoup de poids pendant une course, ça veut dire qu'il a vraiment subi la course en fait, ou c'est pas forcément. non, j'ai jamais fait le lien, mais en tout cas, c'est sûr que, enfin, j'ai jamais fait le lien entre, mais on sait que, en tout cas, un cheval qui arrive trop mince, trop maigre, je veux pas dire le terme, mais si, enfin, en tout cas, dans une autre d'étape pas adaptée, le risque d'élimination est plus important. Donc, faut pas arriver avec des chevaux trop fit, quoi. Parce que en fait, l'énergie qu'il va utiliser pendant sa course, elle vient quand même de stocks en glycogène musculaire, quoi. Pas que, bien sûr. Ça vient aussi de enfin bref, de l'énergie qui vient de la dégradation des fourrages pendant l'effort. Mais ouais, il faut qu'ils aient des stocks quand même, des réserves. Mm. Il faut trouver un équilibre entre un cheval suffisamment gros pour qu'il puisse faire un effort aussi long, mais pas trop gros parce qu'il a besoin d'être aussi léger et, comment dire, à l'aise et... Ben la note d'état, c'est ça, c'est en fait enfin la note d'état en théorie c'est noté de 1 à 5 Mm. et le milieu ben c'est en général 3. On dit qu'un cheval qui est alors après enfin là je peux pas le dire à l'oral mais un cheval en état ni trop gros ni trop maigre mais ça c'est très subjectif quand on le dit mais enfin faut éviter les extrêmes quoi vraiment. Donc et en fait l'idée c'est de se dire il faut pas de gras, enfin il faut pas que le cheval soit gras, il faut qu'il soit juste bien parce que le gras, enfin un cheval trop gros il a quand même du mal enfin c'est comme les athlètes humains hein, Bien sûr. qu'ils soient musclés aussi. Ouais, bien sûr. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ce truc qui est hyper important et qu'on voit chez beaucoup de chevaux de sport et d'endurance, qui sont les ulcères? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Les ulcères, c'est la maladie du siècle. Pendant longtemps, le problème majeur chez les chevaux, c'était les coliques. Mais maintenant qu'on a remis un peu le foin et tout ça dans les râteliers, ouais, en gros, le problème numéro 1, c'est les ulcères. Ouais, et on dit que globalement, chez les chevaux de course, ils sont à les 95, bah, ils sont tous à un moment donné plus ou moins ulcéreux. Chevaux d'endurance, pareil. C'est un mélange. En fait, ce qui se passe, c'est que, allez, si on revient un petit peu dans l'anatomie, dans l'estomac, t'as deux parties. Celle du bas produit de l'acide chlorhydrique, qui est essentiel à la digestion. Et la partie du haut, elle produit rien du tout. Elle est beaucoup plus fine et du coup, elle est pas trop, enfin, elle est très sensible à l'acidité. Donc, et en fait, à partir du moment, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, normalement, le cheval en tant qu'herbivore, il mange tout le temps des fourrages. Donc finalement, il a tout le temps l'estomac plein. Mhm. Et donc, ben, entre l'acidité qui est produite dans l'estomac par la muqueuse du bas et la salive, on arrive finalement à un pH, à un niveau d'acidité tout à fait acceptable, tout va bien. Et c'est quand le cheval ne mange pas, reste à jeun, que ça pose problème parce que du coup, il y a l'acide chlorhydrique produit n'est pas tamponné par la salive qui est produite par la bouche. Et qu'est-ce qui se passe? Bah du coup, notre muqueuse pas protégée du haut là, elle est exposée à l'acidité et finalement fait des ulcères qui sont, j'ai expliqué ça l'autre jour, c'est des espèces d'aftes en fait. Ça fait mal. Nous, quand on en a un petit truc, ça fait super mal dans la bouche, quoi. Enfin, donc c'est un peu la même histoire. C'est très très douloureux. Et tu mets par-dessus de l'exercice, du mouvement, mais en fait, t'as tout cet acide qui est dans le fond de l'estomac qui vient gicler sur cette muqueuse du haut. Et là, ben voilà, bim quoi. Là, et tu rajoutes ça, le stress ambiant, etc. Ça te fait des ulcères. Voilà. C'est quoi les symptômes des ulcères du coup? Les symptômes des ulcères, en
enfin souvent les ulcères vraiment pas drôles, c'est le cheval il est pas bien, il est pas beau, il perd de l'état, il a le poil piqué, il a le ventre tout retroussé parce qu'il a mal. Parfois on le voit aussi un peu tendu avec les naseaux tout tendus là, tout dans l'inconfort complet quoi. Donc voilà, là c'est des signaux très nets, mais avant ça tu peux avoir là en fait je vois beaucoup de chevaux là ces derniers temps qui ont des petits symptômes. Alors le bâillement, on parle de les chevaux qui bâillent beaucoup, ça peut être un signe d'ulcère. Et puis tous ces chevaux qui sont un peu comment dire un peu agressifs au sanglage, ou quand tu les prépares, tu les selles, ils couchent un peu les oreilles, ils viennent te chiquer un peu au moment du sanglage, tout ça. Là, on peut suspecter des ulcères. Après, le seul moyen de vérifier, c'est la gastroscopie. Voilà, ça c'est sûr. Mm. Je sais, peut-être que je me trompe, mais mon veto me disait qu'il n'y avait pas forcément de corrélation entre les symptômes et l'étendue des lésions, en fait, des ulcères dans l'estomac. Ouais, je pense qu'en fait, ça dépend vachement des chevaux. Il y a des chevaux qui sont hyper durs à la douleur, d'autres beaucoup moins. En attendant, le résultat est le même. Enfin, il faut soigner, il faut soulager. Bien sûr. Voilà. Est-ce que la gastroscopie est toujours intéressante à partir du moment où tu vois que le cheval a des symptômes d'ulcère? Est-ce qu'en fait, juste traiter de manière, traiter peu importe la quantité de lésions, est-ce que c'est pas plus direct, quoi? Disons qu'il faut toujours ramener il faut tenter quoi. Ouais. Il faut tenter de soigner, et puis tant mieux si ça passe. Mais tu peux aussi perdre du temps certaines fois sans faire de gastroscopie. Mais après, voilà, je sais certain qu'il y a des fois, il n'y a pas besoin de faire une gastroscopie pour savoir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour limiter la douleur que produit ces ulcères chez le cheval, notamment en compétition, puisque parfois ça peut l'empêcher d'avoir des bonnes performances. Carrément. Ouais, c'est tout ce qu'on a dit là depuis le début, c'est que déjà, en fait, la question c'est, il faut, en gros, enfin, il y a la prévention et le soin. Donc là, et en général, quand même, la prévention c'est plus fait, enfin, c'est quand même une bonne alimentation en amont, suffisamment de fourrage, on évite les périodes de jeûne, on met du foin dans le vent. Enfin, faut tout le temps que le cheval ait du foin. Il y a des fois, tu vois, les chevaux ils sont au paddock et puis quand on les rentre le matin pour les monter, et en fait ils ont pas de foin pendant les quelques heures où on attend que je sais pas, on les rentre en fin de matinée pour être montés à 14 heures ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un exemple. Là, il faut qu'ils aient du foin. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'ils aient du foin en permanence à disposition. Et le mieux, c'est qu'ils le mangent. Ce qui est problématique, évidemment, c'est que il y en a qui vont pas manger. Au bout d'un moment, enfin bref, ça dépend des chevaux. Mais globalement, faut avoir du foin sous le nez en permanence. Ça, c'est sûr. La prévention, c'est le meilleur moyen. Et puis éviter les gros repas d'aliments, éviter l'amidon. Voilà, ça c'est, enfin l'amidon. C'est pas éviter l'amidon, pardon. C'est éviter des trop grosses quantités d'amidon par repas. Voilà. Et par jour. Donc voilà. Donc et voilà. Mais ça c'est voilà, c'est du bon sens. Après, quand l'ulcère est là et que t'as ta saison à faire, il y a tout un tas de protocoles qu'on peut mettre en place, mais là c'est le veto qui va gérer toute la partie soins, parce que c'est souvent sous ordonnance. Il peut y avoir des compléments alimentaires qui soulagent aussi en fait en gros qui vont jouer le rôle de la salive et venir tu vois tamponner l'acidité. Mais en tout cas à un moment donné, faut faire une pause et soigner le cheval, quoi, pour reprendre après. Parce que de toute façon, à partir du moment où l'ulcère est installé, même avec une super alimentation, tu peux pas, enfin, faut soigner, et puis à un moment donné, faut peut-être arrêter le travail, faut arrêter l'aliment, faut le mettre que au fourrage, enfin, du coup, ça nécessite quand même des mesures Importante. spécifiques, ouais. Ouais. Ok.
Ok. Et est-ce que l'apport de luzerne est intéressant dans les problématiques d'ulcères et pour nourrir le cheval d'endurance de manière générale? Ben la luzerne, c'est une super matière première comme plein d'autres. Tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Euh, Par exemple, je dirais si tu mets du foin de luzerne à volonté, ça peut poser problème parce que c'est trop riche. Il y a du sucre, il y a de la protéine, donc c'est pas du tout à utiliser à volonté. C'est en complément d'un fourrage de base, on va dire. La luzerne, elle a l'avantage d'être riche en calcium et on a démontré que effectivement, elle pouvait avoir un impact, un effet un peu tampon dans l'estomac, justement pour prévenir les ulcères, quoi. Euh, Après, voilà, c'est un des moyens effectivement c'est que c'est hyper intéressant, voilà, tu vois, je connais des gens, en réfléchissant, qui proposent tu sais, quand tu rentres, on parlait tout à l'heure des chevaux que tu rentres pour les préparer, Mhm. bah, potentiellement, tu peux leur donner un peu de foin de luzerne, là, à ce moment-là, ils vont grignoter un peu, et puis, voilà. Mm. Après, dans les aliments fibreux, euh, souvent, t'as des fibres de luzerne hein, aussi. Donc, il y en a dans les aliments fibreux qu'on peut trouver dans le commerce. T'as souvent de la fibre de luzerne et la fibre de foin de prairie naturel, quoi. Euh, et c'est moi j'aime bien, hein, enfin, parce que ouais, j'ai conçu pas mal d'aliments pour chevaux lors de mes années en entreprise, et j'aime bien mixer les deux types de fibres longues parce que ça permet justement de toujours, comment dire, euh, utiliser au maximum les bienfaits des matières premières. Il y a des chevaux parfois, la luzerne, elle est, certains chevaux vont la laisser un peu de côté dans la gamelle. Ça dépend. Donc, c'est toujours bien de mixer les matières premières entre elles. Mm. Ok, trop bien. Je sais pas si tu peux le dire, mais est-ce que toi, il y a une marque que tu recommandes plus que d'autres? Ou un aliment en particulier qui te semble plus approprié pour les chevaux d'endurance? Je dirais qu'il n'y a pas de marque. Je dirais que Euh, en tout cas, en fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est euh, quand même quand on choisit son aliment, c'est de choisir en gros, des marques qui ont pignon sur rue, parce que normalement ils savent faire quoi. C'est pas des. D'accord. Je me méfie quand même des mélanges d'un agriculteur du coin qui dit ah c'est pas cher, je te fais ton aliment, pas de souci, t'as un big bag, ouais machin bim. Pourquoi? Parce qu'en fait bah déjà c'est un métier, la nutrition équine. Je veux dire c'est pas Bien sûr. ça, c'est un métier quoi, il y a pas à réfléchir longtemps. Et puis surtout derrière il y a toute une partie voilà qui concerne les chevaux de compétition, c'est la contamination des involontaires en lien avec les aliments. C'est-à-dire que dans les fabricants d'aliments qu'on connaît et qu'on sont là depuis longtemps et etc. Ils fournissent des garanties de qualité quand même. Ils ont des chartes de qualité en amont au niveau de leurs usines, du contrôle qualité des matières premières, du contrôle qualité des produits finis. La plupart sont certifiés LCH, donc le laboratoire des cours typiques, qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de contamination, parce que là et que ça te dope pas ton cheval. Le jour où tu fais un championnat d'Europe ou je sais pas quoi, c'est pas rigolo quoi d'être éliminé parce que tu t'es fait doper parce que t'avais pas fait gaffe Ouais. et que t'avais pas demandé le certificat LCH. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et moi je dirais que voilà, j'ai travaillé 10 ans chez des fabricants d'aliments. Ben en fait globalement ouais, enfin c'est des professionnels normalement plus que enfin, l'artisanat, ça va bien, mais à un moment donné, quand on commence à être à haut niveau, ça va plus. Voilà. Mm. À moins qu'on produise soi-même
les matières premières, etc., et que t'es une mélangeuse et que t'arrives à faire toi-même ta tambouille. Mais sinon, si tu veux être un peu tranquille, on peut faire confiance à ce qu'il y a sur le marché globalement. Après, une petite formation sur lire une étiquette et puis c'est bon quoi, on est autonome, voilà. Ok. Mhm. T'es intervenu auprès de l'équipe de France d'endurance, du coup, Mhm. euh, plusieurs fois, je crois. Est-ce Ouais, que tu plusieurs peux fois. nous parler un peu de qu'est-ce que tu leur as raconté? Enfin, on peut se demander, enfin, on peut se dire que ces cavaliers-là, qui sont déjà à un top niveau, ils ont quand même déjà une panoplie de connaissances sur, enfin, ou en tout cas, ils sont suffisamment accompagnés pour pour arriver à ces échéances-là. Du coup, toi, qu'est-ce que tu leur apportes en plus? Ben, je leur importe en plus que, en fait, on a cette année, à la demande de Jean-Michel Grimal, on avait on, on avait réfléchi à ce qui pouvait vraiment être intéressant pour eux, parce que comme tu dis, la plupart ils sont déjà super calés en alimentation, et puis ils se sont fait leur propre expérience, donc moi, ce que je constate, c'est tout d'année en année, c'est que ouais, il y a vraiment une super base de rationnement et d'alimentation en tout cas chez ces gens-là qui tournent. De toute façon, en fait, tu peux pas globalement arriver à haut niveau si tu fais des grosses erreurs alimentaires, quoi. Enfin, ça pardonne pas du tout, ça c'est sûr. Et par contre, ouais, en fait, dans ce groupe-là, ben il y a parfois des gens qui n'ont pas forcément toutes ces connaissances. Donc, ben, le matin, on avait fait un petit rappel sur la digestion et comment ça fonctionne, le cheval, voilà, un peu ce qu'on a dit en condensé tout à l'heure, là, jusqu'alors. Et puis, ce qui a été super intéressant, enfin, pardon, enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Je crois que pour eux aussi, c'est que je leur avais demandé de m'envoyer des échantillons de foin avant le stage. Donc finalement, j'avais analysé, je suis arrivée le jour du stage avec l'analyse de foin de chacun. Et donc, en petits groupes, on a analysé le foin, les avantages des uns, des autres, et ça a permis de vachement, vraiment de beaucoup d'échanges, quoi, de se dire ah toi tu fais comme ci, toi tu fais comme ça, et puis de se challenger sur ces fourrages, de détecter, bah oui, dans certaines régions, sud-est notamment, ils ont un super foin, super riche en sucre, par exemple, mais du coup, ben il faut l'utiliser en connaissance de cause parce que ça peut parfois être trop riche. En Bretagne, ben c'est pas tout à fait pareil. On a un peu de mal à faire du bon foin vu les conditions météo, donc c'est parfois du préfané qui est utilisé, etc. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant de se dire, ben moi j'ai un foin comme ça. Après, je dis jamais, enfin je dis pas à part un truc de fou, mais c'est en fait, il faut savoir ce que vous avez comme foin pour adapter la complémentation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour adapter la façon dont on l'utilise. Et après, chacun avait amené une étiquette d'aliments. Et là aussi, ben, je leur ai donné quelques clés pour lire l'étiquette et pour être sûr, en fait, que l'aliment corresponde bien aux besoins de leurs chevaux. Et en tout dernier, moi je suis nutritionniste, donc j'ai un logiciel qui permet de faire des rations et on avait saisi le foin de chacun, l'aliment de chacun, et on a regardé si ça couvrait et on a saisi les chevaux aussi, et puis on a regardé si la ration était équilibrée. Voilà. D'accord. Et en fait, enfin, je pense que ce que je enfin, il faudrait leur demander. En fait, il faut leur demander ce que je leur ai. Mais ouais, c'était cette approche parce que parfois, en fait, ouais, on fait un peu. On entend le voisin qui dit tiens moi j'ai telle marque ça marche bien et puis moi je fais ci et ça mais en fait il y a des fois on est un peu perdu surtout quand tout va bien on n'est jamais perdu hein. Mais quand il y a un truc qui vient s'enrayer quoi qui dit tiens le cheval est moins bien cette année machin qu'est-ce qui se passe et tout on remet parfois tout en cause alors qu'en fait il faut pas remettre en cause toujours et en fait je pense que voilà
mon intervention permet de donner en fait, il faut raisonner, c'est la raison en fait. Faut avoir une démarche raisonnable par étape et voilà. Et je pense que ça les a. Ben, ceux qui avaient des questions ou des doutes sur leur pratique ou leur méthode d'alimentation, ben on a pu vérifier tout ça, on a pu échanger et puis ils sont repartis. En fait, c'est ça. En fait, je crois le message que j'ai envie de dire, de dire à tous. D'ailleurs, c'est pas que que de haut niveau, c'est que en fait, il faut rester. Enfin, euh, faut pas oublier pourquoi on fait de l'endurance ou pourquoi on monte à cheval. C'est pour être bien, pour que on a un cheval, c'est pour passer du bon temps avec lui. C'est pour t'éclater, c'est pour aller faire des courses, c'est pour aller. Et faut pas que ça devienne une source d'inquiétude, tout ça. Et en fait, le fait je dirais, de donner des éléments scientifiques, techniques, où eh ben ça soulage tout le monde. Et il faut que l'alimentation, ça soit pas le premier souci des cavaliers d'endurance, quoi. Une fois que c'est fait, c'est géré. Et après, il faut s'éclater. Voilà, faut se faire plaisir. Ouais, je comprends. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui écoutent le podcast, notamment moi qui suis amateur, enfin Ouais. amatrice, donc voilà, qui fait des petites courses avec son Ouais. petit jument, qui va sur 100, peut-être 120 un jour. Ouais. Quel serait le conseil que tu pourrais me donner? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse maintenant ou sur un court moyen terme pour m'améliorer sur la nutrition de ma jument? S'il faudrait que je fasse une formation ou quoi? Qu'est-ce qui serait hyper important que je fasse? Ben, écoute, en tout cas, moi, j'ai le recul de, j'ai- ouais, j'ai formé, enfin non, je sais pas si on n'en a pas parlé encore, mais j'avais aussi été coach des jeunes bourguignons il y a quelques années, de l'équipe des jeunes cavaliers bourguignons. Donc en fait, ouais, j'ai vu plein de gens, et pas que des cavaliers de haut niveau, évidemment. Euh, et ouais, je dirais que moi, je trouve quand même que, en fait, le truc, c'est que souvent, les cavaliers d'endurance ont leurs chevaux chez eux. Je sais pas si c'est ton cas, Parce que je la gère, oui. C'est mais moi tu qui la la gère. gères. Voilà. Exactement. Souvent, c'est quand même un peu ça, c'est que contrairement, tu vois, un cavalier de CSO qui confie son cheval, et donc finalement, c'est le gérant de l'écurie qui gère tout, et puis t'as pas à te poser de questions sur l'alimentation. Moi, je dirais que ouais, se former, ça peut être, enfin, tu vois, comme on a parlé très vite aujourd'hui comment ça fonctionne, comprendre les bases du fonctionnement du cheval, déjà, ça te permet d'éviter les erreurs. Il y a un truc qui est hyper spécifique du milieu du cheval aussi, c'est que contrairement, enfin, souvent les gens, dans la nutrition animale, enfin, quand j'ai pu être dans les entreprises et tout ça, c'est que ils disent, mais comment c'est possible que il y ait besoin d'autant de formation? Mais je dis, mais en fait, c'est parce que souvent, les cavaliers propriétaires n'ont pas eu de formation agricole. La dernière fois qu'on a entendu parler de biologie, c'était je sais pas, moi, c'était à les cours de SVT de ta prof de bio en seconde ou je sais pas quoi. Et à aucun moment, on a parlé de la digestion d'un herbivore monogastrique. C'est que quand tu arrives en études supérieures, en fait, que tu apprends ça. Donc, on est sur le nombre, il y a très, très peu de gens qui ont l'information. Et ouais, j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui a des chevaux, qui est entraîneur. Il me dit, mais moi, j'ai fait des études de commerce. J'ai fait des études de finance. J'ai jamais entendu parler de nutriments, de digestion, de tout ça. Donc c'est normal que un petit coup de formation de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà. C'est un truc qui me tient à cœur beaucoup parce que ça peut aider tout le monde quoi, à mieux être plus serein en fait, plus serein, plus autonome, apprendre comment ça fonctionne un cheval, lire une étiquette, savoir faire ou à qui demander une analyse de fourrage, et hop quoi, lire une étiquette d'aliment, choisir son aliment, et comme ça on est beaucoup plus serein. C'est un peu comme pour moi, alors choisir un aliment pour mes chevaux, il n'y a pas de problème. Par contre, acheter une voiture, moi, acheter une voiture, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas à qui m'adresser, je fais confiance à personne. En plus, t'es une femme, t'arrives dans des garages, enfin, ça, c'est la parenthèse rigolote, mais non,
c'est parce que j'ai jamais fait ça, c'est pas du tout mon truc. En fait, donc je me mets à la place des gens qui n'ont pas. Donc oui, un petit peu de formation, ça aide. Et puis après, quand on veut avancer un petit peu, on se fait sa petite analyse de foin, histoire d'être à peu près sûr. Et puis voilà. Voilà. Ok. Alors, je vais te poser la question que je pose à toutes les personnes que j'enregistre, parce que ça m'aide aussi à connaître des gens hyper intéressants. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'endurance qui t'a inspiré ou que tu estimes particulièrement qui pourrait un jour être à l'invité d'un épisode? J'aurais dû préparer, hein. Celui qui, évidemment, me vient très vite à l'esprit, c'est mon frère. Ok. Voilà. Qui est Forcément. Qui est entraîneur de chevaux d'endurance, du coup. Qui est entraîneur de chevaux d'endurance, pas très loin d'ici. Ouais. Okay. Et voilà. Et c'est vrai que ça a été un petit peu Enfin, le fait qu'il ait cette écurie-là et toute l'expérience qu'il a, on en a vu des trucs ensemble sur on s'est posé des questions sur l'approche nutritionnelle des chevaux et ouais, et je pense qu'il a plein de choses hyper intéressantes à dire aussi, voilà. Donc et après il y en a plein d'autres, mais là comme ça, ouais, le premier ça serait Julien. Ouais. Ok, ça marche, je retiens. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Ouais, moi franchement Hélène, je te remercie de m'avoir donné la parole. Je trouve que c'est ça me touche aussi d'avoir été finalement conseillée par d'autres avant moi. J'adore l'endurance en fait. C'est vrai qu'on me voit plus trop depuis ces dernières années, beaucoup moins qu'avant, mais je suis toujours là et j'adore cette discipline. Et donc, j'adore les gens qui la pratiquent. Donc, j'en profite pour saluer tous les gens que je connais, tous mes amis et tous les gens que j'ai côtoyés pendant. Voilà. Donc, merci Hélène. Et si on veut retrouver du coup ton travail et te contacter éventuellement si on a des soucis, où est-ce qu'on peut te trouver? Pour l'instant, j'ai pas encore de site internet, mais ça ne saurait tarder, parce que je suis indépendante depuis seulement 6 mois. Et puis en fait, je vois pas le jour. Donc, ouais, j'ai plein de travail hyper intéressant parce que je passe mon temps à parler nutrition équine, nutrition des chevaux, donc c'est top. Donc pour l'instant, c'est sur les réseaux sociaux. Je vous invite à me retrouver évidemment sur Facebook, Insta, LinkedIn. Et voilà, il y a mes coordonnées. Et puis, il ne faut pas hésiter à me contacter. Si vous avez si les gens ont des soucis, voilà, je fais de la formation, je fais du conseil. Et puis j'accompagne aussi les entreprises à développer des nouvelles gammes, à innover en nutrition équine. Donc, à bon entendeur, quoi. Super, merveilleux. Merci beaucoup en tout cas, Anne-Gaëlle, pour ton temps et toutes tes connaissances. Et puis, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. Entre-temps, Anne-Gaëlle a terminé son site internet, donc si vous rencontrez des problématiques à propos de la nutrition de votre cheval ou que vous souhaitez vous former, vous pouvez la retrouver à hermoga.com. Je vous mets le lien en description. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast ou sur une course d'endurance.